Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition délocalisée au 111 de Terreville. Ce soir, nous allons bien évidemment revenir sur l'actualité en Moselle, mais pas que, n'est-ce pas Jérôme ? Bonsoir Uranie, bonsoir à tous. En effet, Moselle TV, chaîne de proximité au plus près de l'actualité du département de la Moselle. Et ce soir, l'actualité, elle est sportive, elle est ici au 111 pour cette rencontre très importante de Coupe d'Europe de volleyball féminin, 8e de finale aller entre le TFOC et Istanbul. Rencontre que vous pourrez suivre en exclusivité et en direct sur Moselle TV dès 19h30. Auparavant, Arnaud Demerlet et ses invités reviendront sur l'importance et les enjeux de cette rencontre du point de vue sportif. Et puis juste avant, avec les acteurs institutionnels, je ferai de même pour l'attractivité de la Moselle et de l'ensemble évidemment de la filière sportive du département. Mais d'abord, Moselle Info avec vous, Uranie. Tout à fait, voici les titres de ce mercredi 11 janvier. Et l'actualité, c'est d'abord cette crise des hôpitaux qui s'intensifie. À Thionville, un rassemblement s'est tenu ce matin devant les urgences de Bel-Air. Réaction de soignants dans un instant. On fera le point également sur cette rentrée particulière pour les collégiens de Philippe de Vigneulles à Metz. L'établissement étant encore fermé, ils sont accueillis à Paul Verlaine depuis le 9 janvier. Le FC Metz, quant à lui, a sorti les crocs sur la pelouse de Nîmes Olympique. Victoire Messine avec 4-1 pour cette rencontre. Et demain, le temps sera maussade, gris et pluvieux du matin au soir. Les températures seront comprises entre 6 et 7 degrés le matin et jusqu'à 11 degrés au plus haut de la journée. Et si la météo vous rend triste, le festival Rire à Flot vous redonnera le sourire. La ville de Florange propose ce rendez-vous pour la première fois du 17 au 21 janvier en présence d'humoristes tels que Kev Adams, parrain de cette édition. Patricia Vanek, adjointe au maire de Florange en charge de la culture, sera notre invitée ce soir. On évoquera bien sûr la programmation, mais avant, on développe les titres. Et notre édition démarre bien sûr avec la présentation de la réforme des retraites. Pas de grands changements par rapport aux premières annonces. On s'y attendait, il va falloir travailler plus longtemps. L'âge légal de départ à la retraite passera progressivement de 62 à 64 ans d'ici 2030. La durée de cotisation maximale sera de 43 ans d'ici 2027. En revanche, la plupart des régimes spéciaux existants s'arrêteront pour les nouveaux entrants par souci d'équité selon la Première ministre. Au total, avec ce nouveau dispositif, 4 personnes sur 10 partiront en retraite anticipée, notamment les pompiers, les militaires, les forces de l'ordre, les aides-soignants de la fonction publique ou toute autre personne qui aura travaillé très tôt, comme les apprentis. Idem pour ceux en invalidité ou inaptitude, soit 100 000 personnes par an qui pourront partir à taux plein dès 62 ans, ainsi que les travailleurs handicapés dès 55 ans, les années passées comme aidants auprès d'un parent âgé ou encore d'un enfant en situation de handicap seront désormais comptabilisés. Par ailleurs, la pension minimum des futurs retraités doit augmenter de 100 € par mois dès le 1er septembre 2023. 2 millions de ménages déjà à la retraite verront également une hausse de cette pension. Une liste non exhaustive bien sûr de toutes les annonces. Et évidemment, Uranie, comme il fallait s'y attendre, dès la fin de la conférence de presse et des annonces faites par Elisabeth Borne, Premier ministre, et les principaux ministres concernés, les syndicats sont montés au créneau et ont appelé à une première journée de mobilisation. Ce sera le jeudi 19 janvier. Mais il n'y a pas que les forces syndicales qui voient cette réforme d'un mauvais œil. Selon un sondage, 8 Français sur 10 s'opposent au recul de l'âge légal de départ à la retraite. D'ailleurs, qu'en pensez-vous ? On vous a posé la question. Je suis contre la réforme des retraites parce que je pense que ça fait quand même vraiment tard à 64 ans, alors que je suis tout frais retraité, mais je suis contre parce que je pense que les jeunes ils méritent mieux. Ça va être dur, très dur, ça c'est sûr. Pour eux, oui. 64, 65 ans, les gens sont plus assez en forme pour travailler. C'est beaucoup leur demander. C'est un sujet plutôt compliqué, mais c'est assez important parce qu'on va quand même travailler en France. Moi, je vais bientôt travailler. Voir qu'on va encore continuer à travailler plus tard, que des gens doivent encore cotiser plus pour arriver à la retraite, je trouve ça plutôt honteux. Je trouve ça lamentable. Je trouve que c'est beaucoup trop long, surtout pour les métiers pénibles. Je trouve pas ça normal pour nous, les métiers, voilà.
Parce qu'on a des problèmes de dos, des problèmes un peu partout. Donc après, pour les gens qui sont dans les bureaux, de ça, oui. Mais sinon, je trouve pas ça normal. En attendant, il y a quand même des travailleurs qui ont une pénibilité par rapport à leur travail. Certes, ça a été pris en compte, mais il faut vraiment qu'on soit dans une concertation citoyenne. C'est encore loin pour moi du coup, ça fait 20 ans que je travaille. Si on calcule bien avec ce que dit le gouvernement, il va me rester encore 22 ans, voire plus. Je me dis que ça va être difficile dans un métier qui est déjà en tension, qui est difficile physiquement. Et je me vois franchement pas, à 60 ans passés, encore au chevet des patients, à prendre soin d'eux, alors que même nous, on est déjà usés et fatigués. Et vous l'avez vu, le monde de la santé est touché par une mobilisation très forte, si bien qu'un rassemblement s'est tenu ce matin devant les urgences de l'hôpital Bel-Air à Thionville. Les revendications restent inchangées pour les soignants, le sentiment d'épuisement également. C'est en tout cas le constat qu'a pu faire Anne-Sophie Grosse sur place. Regardez. Depuis la fin du mois de décembre, les urgences du CHR de Thionville font face à une crise sans précédent. Les soignants, épuisés, ont été massivement placés en arrêt maladie. 55 soignants arrêtés sur 59 au début du mois de janvier. 35 l'étaient encore ce mercredi selon Force ouvrière. Pour soutenir leurs collègues, des soignants se sont rassemblés devant l'entrée des urgences de Bel-Air. Là, ils ont pu exprimer leur ras-le-bol. Ça fait des années en fait qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'on dit qu'il y a des problèmes aux urgences, mais qu'il y a des problèmes dans tout l'hôpital. Il manque des soignants dans tous les services, les conditions de travail au quotidien sont très compliquées, on a du mal à prendre en charge dignement les gens qui viennent pour se faire soigner. Ça fait des mois qu'on travaille dans des conditions très très compliquées, où il y a beaucoup de monde sur les urgences. De moins en moins d'infirmières pour des patients qui sont toujours là et vieillissants aussi, et prise en charge plus en plus lourde, quoi. Ça date pas d'hier, c'est des choses qui datent depuis des années et des années. Donc là, ils poussent vraiment le bouchon, quoi. Des discussions ont été entamées dimanche dernier entre le syndicat mixte CGT et la direction. Les revendications semblent avoir été entendues, comme l'a annoncé Clarisse Mattel, la secrétaire générale. La direction m'a répondu par mail dès lundi soir, point par point, par écrit favorablement à la totalité des revendications des personnels. Ce sont des réponses fortes à destination de l'amélioration des conditions de prise en charge des patients et des conditions de travail des agents, avec des actions rapides et un suivi rapproché d'ores et déjà programmées. Les soignants semblent déterminés à obtenir gain de cause et militent pour le sauvetage de l'hôpital public, en espérant être entendus jusque dans les plus hautes sphères politiques. Ouvert en novembre 2017, en même temps que le centre commercial Muse, le supermarché Carrefour Market baissera définitivement le rideau le 28 février prochain. Les 43 collaborateurs de l'enseigne ont appris la nouvelle ce début de semaine. Pour le directeur du centre Muse, Bertrand Seguin, cette décision n'est pas réjouissante, mais était attendue puisque le groupe Carrefour a donné son congé au bailleur en 2022. Il semblerait que les objectifs de rentabilité n'aient pas été atteints. Il faudra donc remplir ces 5000 mètres carrés bientôt vacants. Louer un bien coûte-t-il de plus en plus cher ? Le ministère de la Transition écologique vient de publier une carte des loyers. En Moselle, le pays de Sarrebourg, le pays de l'Albe ou encore de la Moselle-Est, aussi entre 7 et 8,7 € le mètre carré, tandis que les zones frontalières atteignent parfois 15 € du mètre carré. Étanges-Grande est la commune la plus chère, où le mètre carré coûte 15,6 €. Pour autant, ce sont des zones très prisées. Les annonces de location frontalière restent rarement plus d'une journée en ligne. La rareté des biens combinés à la forte demande a donc fait envoler les prix, mais ces tarifs restent toujours plus abordables de notre côté en Moselle par rapport au Luxembourg. De leur côté, les 484 élèves du collège Philippe de Vigneulles ont été privés de salle de classe depuis plusieurs semaines en raison d'émanations suspectes. Ces derniers ont fait leur rentrée en présentiel ce lundi, mais au sein du collège Paul Verlaine, distant de 5 km. Un déménagement temporaire qui nécessite encore quelques rodages. Les explications de Fanny Bragard. Ça coince un peu dans les couloirs et au casier. Normal, la population du collège Paul Verlaine de Magny a plus que doublé avec l'arrivée des 484 élèves de Philippe de Vigneulles. Ça fait bizarre de changer de collège d'un coup. On essaye de beaucoup les intégrer dans notre groupe. C'est cool de revoir nos profs qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Privés de collège suite à des émanations suspectes, ces adolescents retrouvent enfin les bancs de l'école. Grâce à ce déménagement temporaire, ils poursuivent tous leurs enseignements obligatoires.
Il y a un effet hors la classe de nombre, que ce soit à la demi-pension aussi par exemple. Mais voilà, les choses s'organisent, les gens apprennent à vivre ensemble. Et là, je remercie vraiment les équipes, qu'elles soient pédagogiques ou administratives, pour le gros travail qu'elles ont fait parce qu'on était en gestion de crise. Habitués par le Covid à faire preuve de résilience, la quarantaine d'enseignants de Queuleux se plie à de fréquents changements de salle. On peut reprendre les cours en présentiel, ce qui est une très très bonne chose. Par contre, c'est vrai que pour nous, nos conditions de travail et notre pédagogie a un petit peu souffert de ce déménagement. Malgré cette période de rodage, la continuité pédagogique des élèves sera assurée, au prix d'emploi du temps qui risque de peser. Sur la fatigue des personnels sans doute, puisque les capacités d'adaptation demandent de l'énergie, mais sur la qualité de l'enseignement, non, j'ai confiance dans l'équipe de mes professeurs qui sauront, là encore, s'adapter. Obligés de faire la navette, collégiens et enseignants espèrent réintégrer leur collège dès que les conditions sanitaires le permettront. Les résultats des analyses microbiologiques devraient être dévoilés jeudi matin, lors d'un conseil d'administration extraordinaire du collège Philippe de Vigneulles. Moselle TV, toujours en édition spéciale, nous sommes à Terville. Le maire d'ailleurs de Terville nous a rejoint, il sera sur ce plateau dans quelques instants, Olivier Postal. Et si nous sommes à Terville, c'est pour vivre dans quelques instants en direct la rencontre de Coupe d'Europe entre le TEFOC et Istanbul à partir de 19h30 en exclusivité sur Moselle TV. Mais d'abord, c'est la rubrique environnement. Et Uranie, une rubrique environnement qui commence avec une alerte qui arrive bien plus tôt que prévu. En effet, le réseau national de surveillance aérobiologique lance ses premières alertes au pollen. Par rapport au reste de la France, les 4 départements lorrains sont en rouge pour les premiers pollens de noisetier. Les personnes allergiques risquent donc d'être touchées rapidement par les premiers rhumes des foins. C'est un phénomène qui intervient bien plus tôt que prévu cette année. Et pendant ce temps, les projets photovoltaïques se multiplient. Comme à Montois-la-Montagne, la commune envisage d'implanter une centrale photovoltaïque de très grande ampleur d'ici 2024 en lieu et place de la carrière des Anges, plus précisément sur les terrains inoccupés de Montois 1 et 2. Ce sont des espaces non constructibles et non cultivables qui pourraient donc être revalorisés avec cet investissement de 10 millions d'euros. Plus de 30 000 panneaux pourraient être installés permettant d'alimenter près de 2000 foyers. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 3 février. Vous pouvez consulter le dossier en mairie de Montois-la-Montagne ou encore de Moyeuvre-Grande ou bien sûr en ligne. Et entre-temps, Lucie Philippot nous a rejoint. Bonsoir Lucie. Bonsoir Uranie. Pour nos téléspectateurs, vous vous êtes intéressé à celui qui a fièrement trôné dans nos foyers pour les fêtes, le sapin. Alors que fait-on de notre sapin après les fêtes? Eh bien Uranie, le mieux à faire est la première étape, le sortir de chez vous. C'est pas toujours facile. Et la seconde étape est de le traîner jusqu'à un point de collecte. Votre commune a sûrement communiqué un lieu de collecte à sapin, pas loin de chez vous. Par exemple, l'Eurométropole de Metz a donné les siens. Renseignez-vous sur leur site. Et vous avez aussi jusqu'au 15 janvier pour les déposer. Si aucun point de collecte n'est organisé dans votre commune, vous pouvez toujours le déposer à la déchetterie dans la benne dédiée aux ressources végétales. Mais attention, un petit point quand même sur les restrictions. Il y a des choses à respecter avant de déposer son sapin. Et oui, si vous le déposez, attention, nos rois des forêts ne peuvent pas dépasser 1,50 m, mais également ils doivent être débarrassés de leur décoration, plus aucune guirlande ni boule de Noël sur les branches, et malheureusement les sapins avec flocage, vous savez la neige artificielle sur les épines, ne seront pas acceptés. Et une fois collectés, que vont devenir nos sapins ? C'est là que la magie d'après Noël apparaît. Ces sapins auront une deuxième vie. Ils seront recyclés en paillage pour les espaces verts des communes, bien utile pour limiter les mauvaises herbes. Sinon, pour les sapins les plus chanceux, ils seront utilisés comme aliments pour les animaux. Au parc de Sainte-Croix, par exemple, ces cadavres d'arbres à épines ont été dévorés par les chèvres et les rennes du parc. Merci beaucoup Lucie pour toutes ces explications et ces informations pratiques. Merci Lucie, ici ça ne sent pas du tout le sapin, ça sent la Coupe d'Europe. Nous sommes toujours en direct du 111 pour cette rencontre à Terville, évidemment, cette rencontre de Coupe d'Europe entre le TEFOC et Istanbul. Alors évidemment, la pression monte tout doucement puisque nous sommes à presque 1h15 du coup d'envoi, mais dans quelques instants, vous serez sans doute étonnés par la ferveur qui va se dégager de cette salle qui sera absolument pleine à craquer.
Et on quitte la pelouse pour de la culture. Dans la boîte à malice cette semaine, Alicia Hublot rencontre un sculpteur, Cédric Bonfanti, un artiste qui travaille à partir de matériaux de récupération. On l'écoute. Entamer une formation de tailleur de pierre pour commencer par la pierre. Et ensuite, de par mes activités, j'ai travaillé beaucoup de matériaux. J'ai rencontré un ferronnier d'art qui m'a initié à la soudure, et donc je suis parti dans le métal. Et après, je suis allé un petit peu au bois, je suis retourné à la pierre. Et au fil du temps, je me rends compte que j'ai développé plusieurs techniques, plusieurs matériaux que je mélange parfois. Donc j'ai plusieurs collections. Donc là, on voit par exemple un mélange de matériaux. Il y a du métal, du plastique, du bois, il y a beaucoup de choses. Dans les hybrides aussi, c'est un peu pareil. Là, je suis parti de ces éléments-là, qui sont des pieds de guéridon, c'est par 3. Et je les ai vissés sur une structure en bois, parce que c'est des alliages qui ne se soudent pas, en fait. J'ai fait ma structure sur le bois, je suis monté jusque là. Là, j'ai greffé dedans une pâte en acier, où j'ai pu ressouder de l'acier avec des tire-fonds et des choses comme ça. Voilà. Donc l'essentiel pour moi dans cette pièce, sur la forme, c'était le mouvement, la dynamique, et sur le fond, c'était de parler justement de cette souffrance animale, quoi. Donc c'est un peu une mise en abîme de tout cet impact qu'on a, nous, avec notre activité, sur la faune et la flore. Vous connaissez la chanson, un entretien à découvrir en intégralité sur notre site internet moselle.tv et bien sûr sur notre antenne ce soir après le match de volley ou dès demain à 13h30. Place à la musique à présent avec une artiste de renom de passage en Moselle pour 2 concerts consécutifs aujourd'hui et demain. Et Uranie, mon petit doigt me dit que si je vous donne cet indice ou ces 2 indices, elle interprète Tu trouveras ou bien Mourir demain, vous allez trouver de qui il s'agit. Bien sûr, on ne peut que répondre Natacha Saint-Pierre. Gagné. La chanteuse canadienne revient dans le département pour un concert donc ce soir et ce jeudi en l'église de Corny-sur-Moselle. L'occasion de dévoiler son nouvel album Jeanne, dans lequel elle rend hommage à Jeanne d'Arc. Alors forcément, Alicia Hublot ne pouvait pas manquer l'événement. Alicia, vous vous trouvez justement en présence de l'artiste. Bonsoir Uranie, bonsoir à tous, bonsoir Natacha. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là à mes côtés. Alors donc ce soir vous jouez dans cette magnifique église, vous allez interpréter les chansons de votre album, Jeanne d'Arc. Cette femme qui est un modèle pour beaucoup de femmes et d'hommes également, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Pour moi, je pense qu'elle représente la force de la foi, de la capacité de croire en elle, en ses rêves, en ses voix qu'elle entend, et de se battre jusqu'au bout, malgré l'adversité, malgré tout, de se dire que, en fait, quand on y croit, les choses qu'on veut faire sont possibles. Ouais. Le concert va se dérouler avec ces 12 chansons que vous avez écrites, composées, des chansons pop. C'est toute l'histoire de Jeanne que vous nous racontez? C'est toute l'histoire de Jeanne qui est racontée dans un ordre chronologique, mais selon la pièce de théâtre de Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors, c'est pas Jeanne des livres d'histoire qu'on va découvrir, on va avancer à travers ses combats personnels plutôt qu'à travers les combats qu'elle a menés sur le front. De se retrouver dans des lieux comme celui-ci, et des églises magnifiques, il y a une dimension sacrée supplémentaire, ça rajoute encore? Ça rajoute... Oui, je cherche le bon mot pour vous dire ce que ça amène en plus, mais il y a quelque chose de vrai dans tout ça. On parle quand même de personnes réelles qui ont existé, on raconte des histoires qui ont façonné l'histoire de la France, et ça fait toujours très plaisir de les faire dans des lieux comme ceux-là qui nous permettent de mettre aussi en valeur les régions à chaque fois, puisque on refait notre décor selon les églises à chaque soir. Alors on invite tous les téléspectateurs à se rendre ici, à Corny-sur-Moselle. Pas ce soir, c'est complet, oui. Mais il reste encore des places pour demain. On vous souhaite un bon concert. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Alicia. Je rappelle que les profits du concert financeront une fresque contemporaine représentant 6 femmes marquantes de l'histoire biblique en l'église de Corny-sur-Moselle. Notez par ailleurs que d'ici peu, une boîte à malice sera entièrement consacrée à Natacha Saint-Pierre. Et c'est une grande première pour la ville de Florange, un festival d'humour Rire à Flo qui se tiendra du 17 au 21 janvier. On en parle avec notre invité du jour.
Patricia Vanek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire de Florange en charge de la culture. Vous êtes donc aussi en charge du festival Rire à Flot pour sa première édition. Qu'est-ce qui vous a poussé à développer ce festival de l'humour ? La passerelle étant fermée pour travaux depuis plusieurs mois, on a voulu faire une programmation culturelle passerelle hors les murs. On a déjà eu un premier temps fort avec le concert de Christophe Maé le 8 octobre donc 2022. Maintenant, notre deuxième temps fort, c'est le festival des humoristes, donc intitulé Rire à Flot. Ça va être 5 artistes, Kev Adams, Douli, Seb Melia, Thomas Marty et Pierre Thévenoud qui vont venir donc présenter leur spectacle sur une scène au sein d'un Magic Mirror, donc du 17 au 21 janvier. Et donc vous l'avez dit, c'est un festival hors les murs, ça veut dire que ça touchera un autre type de public ? Probablement, mais on espère voir revenir les habitués de la passerelle, et c'était pour pas perdre le lien, comme la passerelle, il y a eu le Covid, les travaux qui durent toujours un petit peu, donc on voulait rester en lien et puis que les Florangeois aient toujours de la culture à Florange. Vous l'avez dit, Kev Adams sera donc de la partie, c'est même le parrain de cette édition. Oui. Il jouera en exclusivité son tout nouveau spectacle Miroir pour ouvrir le festival ce 17 janvier à 20h, avant sa tournée dans tous les zéniths d'ailleurs. C'est assez rare pour le souligner. Comment s'est porté votre choix sur tous ces humoristes ? Nous avons travaillé avec la belle Hélène qui nous a fait des propositions et ça s'est passé comme ça. Et au niveau de la tarification, comment marche la billetterie ? Alors, il y a le spectacle de Kev Adams qui coûte 25 €. Les autres spectacles coûtent 10 €. Et par contre, si on prend la totalité des spectacles, ça ne vaut plus que 50 €. Donc il y a une tarification spéciale pour si on veut venir voir tous les spectacles. Alors, vous pouvez peut-être rappeler où est-ce qu'on peut trouver ces places ? On peut se rendre en mairie En mairie ou sur Internet. Tout simplement, du 17 au 21 janvier, pour faire le plein d'humour à Florange. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau. À bientôt. Oui, merci, au revoir. Et notre dernière image fait écho à celle de lundi. Rappelez-vous, les boulangers du pays sarrebourgeois avaient offert 2 galettes des rois crues aux députés de la circonscription. Le message était clair, une action symbolique pour montrer les difficultés face au prix de l'énergie. Sur sa page Facebook, l'élu a posté quelques photos, on le voit, en présence de la Première ministre tenant une galette crue en plein échange, notamment sur les aides possibles pour ses artisans. Une conversation qui s'est conclue avec au moins un point d'accord. La galette des rois est meilleure cuite, il faut donc défendre nos boulangers. Côté actu, c'est terminé pour aujourd'hui, mais votre soirée sur Moselle TV ne s'arrête pas là. Je vous passe la main, Jérôme. Merci beaucoup, Uranie. C'était donc Moselle Info en direct depuis le 111 à Terville pour cette rencontre de Coupe d'Europe de volleyball féminin entre le TEFOC Volleyball et Istanbul. Les joueuses, le staff technique et tout l'encadrement stambouliote sont arrivés et croyez-moi, c'est imposant comparé au club du TEFOC, au club mosellan. Ce sera à suivre dans 1 heure à peu près, 1 heure et 5 minutes le coup d'envoi. D'abord la météo et on se retrouve avec les premiers invités institutionnels pour nous parler de l'attractivité liée au sport et évidemment aux bienfaits du TEFOC dans cette attractivité pour la Moselle.